Pour moi, la révolution numérique, c'est, premier point, un certain nombre d'équipements numériques qui, en quelque sorte, englobent le quotidien adolescent. C'est-à-dire qu'on a sa musique sur soi, son téléphone avec plein de choses à regarder sur soi. À travers la conférence de Madame Barrère et des échanges qui en suivront avec vous, nous travaillerons le rôle socialisant de l'école dans l'accompagnement de la culture adolescente. Que sont donc les technologies numériques? Eh bien, elles sont ce qui attaque directement et à double titre ces frontières. C'est que les technologies numériques traversent les murs de l'école. Frontières éminemment importantes pour nos institutions scolaires, qui sont des institutions de construction d'un certain rapport au savoir, frontières entre l'opinion et le savoir. Frontière entre l'erreur et la faute. L'espace scolaire est un espace où l'erreur n'est pas une faute. Frontière entre le jeu et le travail. Là encore, l'espace scolaire est un espace où, certes, il peut y avoir des moments de jeu, où, certes, il peut y avoir un rapport parfois ludique à certains objets, mais où on fait une première expérience d'un travail qui n'est plus seulement du jeu. Les collégiens, on parle de 3 heures par jour sur ordinateur, donc des chiffres conséquents. Donc ils sont dans une nouvelle culture, et il faut prendre acte de cette nouvelle culture et changer les manières d'enseigner. Mais ça ne veut pas dire introduire des ordinateurs. Ça ne veut pas dire introduire des ordinateurs. Ça veut dire tenir compte du changement que ces enfants ont opéré dans la manière d'envisager l'autre, eux-mêmes, les images, la connaissance. Et non, moi j'ai fait le choix de ne pas du tout traiter la question technique pour que vraiment l'objet ordinateur soit un objet d'apprentissage pour un lien très fort, une forme d'altérité, on peut dire ça comme ça, hein, et que toute la partie technique soit transférée ailleurs. C'est pas notre domaine, c'est pas l'objet premier de l'école. C'est que les activités électives au sens large et numériques au sens restreint sont l'occasion de beaucoup d'inquiétudes éducatives de la part des adultes, y compris de ce que les sociologues anglais appellent des paniques morales. Vous prenez un vieux qui n'a jamais touché une technologie numérique et un jeune qui y arrive, eh bien, s'ils y passent l'un et l'autre le même nombre d'heures, le vieux réussit plus vite que le jeune. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de digital native, il n'y a pas de digital immigrants, il y a simplement des gens qui prennent le temps et des gens qui ne prennent pas le temps. Ce sont sur les mêmes supports, sur les mêmes objets numériques que se trouvent les outils de travail et les moyens de jeu. Un certain nombre de pratiques adultes sont elles-mêmes très fortement collées au numérique et très fortement collées à des passions ou à des hobbies qui peuvent être dites en excès par les jeunes. Les jeunes regardent aussi les adultes. Développer les bons usages pour s'opposer aux mauvais usages. Vous ne vous opposerez pas aux mauvais usages en vous opposant aux usages, c'est-à-dire en limitant la consommation. On ne peut plus aujourd'hui imaginer un individu qui, comme il y a 1 ou 2 générations, se consacre totalement aux autres sans espérer se réaliser soi-même. Et le clin d'œil à cet égard, c'est que les adultes eux-mêmes ont un téléphone mobile, ont un ordinateur, vont sur Internet, jouent sur Internet, etc. C'est-à-dire chacun, en fait, participe de cette évolution des choses. Les ados recherchent un régime optimal d'activité qui, il faut bien le dire, est assez représenté, pour vous donner une image concrète, par la manière dont se déroulent les jeux vidéo. Des activités très brèves, sanctionnées par un plus ou un moins à échéance très courte, qui relancent l'intérêt,
pour qu'on ait envie de nouveau de dépasser un score. Les ordinateurs World of Warcraft n'a pas fabriqué les rêvasseries, ont toujours existé, on les prend en relais. Les rêveries sont prises en relais, l'imagination créatrice est prise en relais, le virtuel aliénant, c'est-à-dire qui permet d'échapper à la réalité, est pris en relais, et le virtuel positif, enrichissant, qui ouvre à un infini de possibilités, est pris en relais. Donc si vous considérez que dans le 4e enfant, il y a 2 voies possibles, eh bien, ça vous fait 5 possibilités. Et ces 5 possibilités, elles vont dépendre de l'éducation que vous allez donner. La manière dont vous allez inviter un jeune, dès l'école primaire, à utiliser les ordinateurs. Il s'agit moins d'éduquer contre cette éducation buissonnière que d'éduquer avec ou à côté d'elle. Notre objet de travail, c'est quand même de transmettre quelque chose à nos élèves ou à nos jeunes, si on parle des parents. On veut transmettre quelque chose. Et c'est pas une transmission passive. Je sais, tu sais pas, je te dis et tu écoutes. Non, c'est pas du tout comme ça. Et 2, c'est bien se dire aussi qu'on n'est pas là pour apprendre, on est là pour les faire comprendre. Dans notre conception du métier, dans la façon dont on aborde le projet, il faut bien se dire ça. C'est comment j'ai envie de transmettre quelque chose qui ne soit pas seulement que l'ordre du savoir, et comment je peux donner les clés pour que l'enfant soit curieux, mais qu'il comprenne surtout ce qui est autour de lui et qui permet après d'aller plus loin dans la recherche. Le premier des défis pour nous aujourd'hui, c'est celui-ci, de penser, de créer et de supporter du vide. Des moments où le silence, l'attente, la lenteur, le repos, la détente, la perte de temps, la gratuité, la contemplation peut-être, puissent trouver place. Le fin mot de l'affaire n'est pas d'adapter stricto sensu la culture scolaire à une donne numérique. Ça n'est pas de zapper, de faire des cours en forme de clip. Ça n'est pas, je dirais, de mimer cette culture. Je pense par contre que l'institution scolaire va être obligée de réfléchir plus à ses temporalités et à ses exercices. Si vous avez un livre devant vous, quelle est votre base de données? Le livre. Si vous travaillez sur Internet, quelle est votre base de données? Wikipédia, la BNF, l'INA, l'Encyclopédia Universalis, tous les sites dédiés. Il faut mettre des points à tous ceux qui consultent plus de bases de données. On passe aujourd'hui d'un monde qui était dominé par la culture du livre à un monde dans lequel 2 cultures vont cohabiter, la culture du livre et la culture des écrans. Ces 2 cultures sont très différentes. Et ce qui est important également, ces 2 cultures sont en train de se métisser. Les informations données par les écrans se rapprochent de plus en plus de la culture traditionnelle du livre. C'est-à-dire que c'est assez simple à comprendre. Quand une technologie est inventée, elle valorise ce qu'elle a de plus original. Et puis ensuite, cette technologie, elle va devoir, pour être rentable, élargir son public. On peut aujourd'hui parler encore, pour quelques années, de culture du livre et de culture des écrans, mais bientôt, je pense qu'il faudra parler de culture par les écrans. Et la culture par les écrans intégrera les données de la culture du livre et les données de la culture des écrans. Il va beaucoup jouer à prendre des identités d'emprunt pour valoriser ce qu'il a de plus intime, mais il va également être très soucieux de se rattacher à un groupe. Et ça, c'est la logique de Facebook. Facebook, on en dit beaucoup de bêtises, c'est un truc formidable, Facebook, quand c'est bien utilisé,
Mais il faut bien comprendre que sur Facebook, il y a deux mouvements opposés. Le premier mouvement, c'est le mouvement par lequel on désire être reconnu dans ce qu'on a de plus original. Quels sont les moyens que nous donnons à nos jeunes d'accéder à une forme de reconnaissance? Quelle reconnaissance leur offrons-nous? Au moment même où nous leur reprochons de ne pas nous reconnaître, de ne pas reconnaître la valeur de la culture que nous voulons leur transmettre, de ne pas reconnaître la légitimité des savoirs que nous leur demandons de construire. Et pour les jeunes, les instances de standardisation, elles sont, c'est vrai, le marché, les consommations, les modes. Elles sont aussi le groupe, les influences des jeunes. Elles sont aussi l'école, les institutions, l'emploi du temps standardisé, etc. Les vies sont d'un côté standardisées et de l'autre côté, les individus cherchent à se démarquer, à ne pas se laisser piéger par ces standardisations, à être elles-mêmes. Ce qui peut nous aider à faire repère pour nos jeunes, c'est d'avoir confiance en eux. Comme si, paradoxalement donc, le repère, c'était eux. Ou en tout cas, une certaine espérance placée en eux, une certaine confiance placée en eux, et à travers eux, en une humanité qui n'a pas de raison particulière d'être pire que la nôtre. Et quand on est capable de les entendre sur un certain nombre de réticences que nous, on peut avoir, eux, ou qu'eux peuvent avoir, s'ils sont entendus, c'est déjà une relation de confiance qui va s'instaurer, et c'est déjà un rapport au savoir qui va être complètement bouleversé. Cette hypersélection, ces redoublements, ce classement, cette impression que les profs ne les considèrent qu'en fonction de leurs résultats scolaires, et donc ce que peuvent dire les adolescents, puisque je vous ai dit que l'épreuve majeure, en fait, c'était le verdict scolaire, c'est l'idée que quand même, le modèle d'homme, je dirais, le modèle d'homme prescrit à l'école, il est quand même bien plutôt de considérer celui qui est le meilleur, quand même. Et là, je crois que c'est un vrai défi pour refaire une école, alors de la cohésion, une école aussi où la seule valeur ne soit pas celle de la réussite scolaire, précisément. Et je crois qu'en ce sens, les jeunes, quand ils forgent leur singularité à l'extérieur de l'école, posent aussi une question à l'institution. Le problème étant que l'école, qui s'appuyait fortement sur une représentation de l'autorité, autorité du savoir, autorité du maître, est particulièrement affectée par cette crise. Le tutorat a un intérêt quand on travaille sur le livre, parce qu'il permet à celui qui a compris d'expliquer aux autres. Mais quand on travaille sur les écrans, le tutorat est encore beaucoup plus important, parce qu'il va obliger l'élève qui réussit sans comprendre à faire un retour sur son expérience, à prendre du recul et à passer d'un mode de résolution intuitif à un mode de résolution hypothético-déductif. Je crois que deux questions se posent à l'école, peut-être moins dans les établissements privés, quoique. La première, c'est celle de savoir si l'école aujourd'hui développe uniquement une singularité compétitive ou autre chose.